Ringlet, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui ici donc à Impasse dans l'Impasse. Dites-nous un petit peu pourquoi ça a été créé et quel est votre objectif, vos buts, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Voilà. Donc, c'est un centre de prévention du suicide et d'accompagnement. C'est une ASBL au départ qui dépend du réseau Solidaris. Et donc, elle a été créée en 2007, cette ASBL. Donc, au départ, c'est un centre de prévention du suicide et d'accompagnement. Mais depuis 2013, on est également reconnu comme centre de référence spécifique suicide par la région wallonne. Et là, c'est principalement à destination des professionnels. Alors, au quotidien, au centre de prévention du suicide, ce qu'on fait, c'est recevoir des personnes qui sont en détresse, qui envisagent le suicide comme une solution, qui sont déjà passées à l'acte ou non. Et donc, on est là pour faire de la consultation thérapeutique. Donc, ce sont des psychologues qui reçoivent les personnes. Mais on reçoit également toutes les personnes qui vivent des deuils après suicide. Donc, que ce soit des enfants à partir de 2 ans et demi, on peut déjà les voir. Donc, des personnes qui ont perdu des proches par suicide. Également l'entourage des personnes suicidaires. Ça veut dire qu'il arrive que les personnes suicidaires ne souhaitent pas être suivies, ne souhaitent pas voir des professionnels ont l'impression peut-être que personne ne pourra les aider face à leurs problèmes. Et donc on est là aussi pour soutenir les proches et les orienter, les aider à eux-mêmes ne pas tomber dans une spirale dépressive, si je peux appeler ça comme ça, et qui ne se laissent pas happer par le mal-être de leurs proches et par le fait d'être envahis par tous ces questionnements et ces passages à l'acte-là. Comment peut-on gérer la douleur des proches? Les aider à gérer cette douleur. La douleur, c'est quelque chose qu'on arrive à aider les personnes? Arrive-t-on à les aider? Oui, maintenant ça dépend lesquels proches. Si ce sont des proches qui ont perdu quelqu'un par suicide, alors là on parle de deuil. Oui. Et là, en effet, il s'agit plus d'accompagnement que de suivi thérapeutique. Si ce sont des personnes en deuil, on est plus là pour réfléchir parce qu'il faut savoir qu'un deuil après suicide, évidemment, amène toute une série de questionnements. Le deuil amène déjà des questionnements, notamment des questions existentielles, mais un deuil après suicide, c'est aussi de se dire qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce qui n'allait pas, ou est-ce qu'il ne m'aimait pas assez, enfin vous voyez. Et donc, c'est plus de l'accompagnement par rapport à ça. On constate que le deuil après suicide est souvent un deuil qui prend plus de temps, dans le sens où les personnes sont bloquées dans leur questionnement au départ. La recherche de sens aussi par rapport au passage à l'acte. C'est pas évident déjà d'accepter la mort d'un proche, mais en plus d'accepter que la mort soit prématurée. Donc qu'elle arrive alors qu'on aurait peut-être pu l'éviter. Ça, c'est très très difficile. Donc notre rôle à nous, c'est vraiment d'accompagner les personnes et à leur rythme. Donc de pouvoir justement parler de ces choses-là avec elles, de pouvoir parler aussi de la culpabilité qui est nécessaire dans le travail de deuil et qui appartient à chacun. Et donc c'est vraiment... Et puis aussi de les aider à retrouver une continuité dans ce qu'ils sont en train de vivre, là où il y a eu rupture, mais aussi par rapport au fait que ces personnes-là, elles se posent un tas de questions par rapport à leur entourage aussi, par rapport aux réactions des autres personnes, au jugement social, etc. Donc parfois aussi elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas folles, parce que les réactions d'un deuil peuvent s'éloigner très fort de ce qu'on est habituellement et de ce qu'on vit habituellement. Et donc les émotions sont parfois décuplées lors d'un deuil comme celui-là, et la personne ne se retrouve pas. Et on est là aussi pour leur dire que c'est normal, que ce n'est pas pathologique, et qu'ils sont dans des réactions finalement normales mais du deuil. Bonjour, vous êtes tous les deux psychologues ici au centre Impasse dans l'Impasse. Expliquez-moi un peu en quoi consiste votre travail chaque jour. Alors au quotidien, le temps principal il est consacré aux consultations, donc soit ici au centre principal à Namur, mais aussi dans les différentes antennes de consultation, puisqu'il y a un centre, une antenne par province. Par exemple, moi je vais à Liège un jour et demi semaine. Donc majoritairement du temps, c'est des consultations. Il y a également le soutien téléphonique qu'on peut apporter aux personnes, aux professionnels ou aux personnes qui vont appeler. Mais également aussi toutes les formations, les sensibilisations qu'on peut apporter là aux professionnels. Également une mission plus spécifique qui est
les interventions urgentes lorsqu'un suicide survient dans un milieu, mais ça c'est peut-être plus exceptionnel par rapport au quotidien, je vais dire. Est-ce que vous accompagnez toutes les tranches d'âge? Oui, en fait, on reçoit des enfants depuis l'âge de même 2 ans et demi, quand ils sont capables en fait, de s'exprimer. Nous recevons également des adolescents, des jeunes adultes. On a pas mal des jeunes d'ailleurs qui viennent chez nous parce qu'on collabore également avec les psychologues par exemple et les équipes du PMS. Et donc on a justement des jeunes, des adultes et même des personnes âgées. Des jeunes adultes qui sont en détresse ou alors des ados et des jeunes qui ont perdu un proche par suicide? En fait, ça peut être les deux. On reçoit des personnes qui ont soit des idées suicidaires ou qui ont fait un passage à l'acte, mais c'est également des personnes qui sont en deuil suite à un suicide. Mais c'est à chaque fois un lien avec la thématique du suicide. D'accord, donc vous vous adressez vraiment à tout le monde? Oui. Les personnes âgées, vous pouvez faire du domicile, parce que ce qui veut dire personnes âgées, solitude, généralement, mais ça dit difficulté à se déplacer. Oui, effectivement, maintenant, ce ne sont pas toutes les personnes âgées, ils n'ont pas tous les difficultés à se déplacer. Et le suicide, c'est vrai que on doit le voir comme quelque chose de multifactoriel. Donc ce n'est pas que le fait que la personne ne puisse pas se déplacer qui va influencer les idées suicidaires. Donc oui, on a des personnes âgées qui viennent. Maintenant, effectivement, il y a d'autres dans lesquelles s'ajoutent d'autres difficultés comme la maladie, les difficultés donc de se déplacer. À ce moment-là, il y a d'autres structures, il y a des services de santé mentale spécifiques pour personnes âgées et aussi des équipes mobiles qui se déplacent, spécifiques aussi personnes âgées. Donc ici, vous êtes psychologue. Quelles sont aussi les autres professions ou les autres personnes qui interviennent au centre d'Impasse à l'Impasse? En fait, c'est vrai qu'on est 5 psychologues, dont notre directrice thérapeutique, mais nous avons aussi un assistant social, notre accueillante aussi. Et je ne sais pas si on vous l'a dit, mais depuis 2013, le centre l'ASBL a été reconnu centre de référence enfants suicide. Donc nous avons aussi 2 nouvelles collègues, une qui est chargée de mission et une autre qui est chargée de projet. Et en fait, c'est directement avec les professionnels. Maintenant, quelqu'un est en détresse et a besoin d'aide. Que doit-il faire exactement? En fait, il peut nous contacter. On a un seul numéro de téléphone. Oui. C'est vrai qu'on a différentes antennes, mais on a un seul numéro de téléphone. Donc, il faut contacter ce numéro de téléphone. On a soit l'accueillante qui est là, soit l'assistance sociale, ou soit si quelqu'un ne peut pas répondre, il y a toujours quelqu'un entre nous qui peut répondre au téléphone pour prendre rendez-vous. On prend bien sûr un peu de temps si la personne est en détresse à ce moment-là au téléphone. On prend notre temps avec elle et par après on essaie de mettre un rendez-vous le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est un des atouts de notre centre, de notre ASBL, c'est qu'on peut mettre un rendez-vous dans la semaine. Maintenant, il faut tenir en compte aussi les horaires des antennes. Si par exemple, il y a une de mes collègues qui se déplace à la Louvière, par exemple, c'est un vendredi, si la personne appelle un vendredi, elle aura un rendez-vous le vendredi d'après. Mais ici à Namur, on reçoit tous les jours, donc d'office, ça va se faire dans les 72 heures. Voilà, c'est rapide. Oui. Quelqu'un qui a besoin d'aide, on ne va pas le laisser dans l'attente trop longtemps. Non, pas du tout. Et si quelqu'un est vraiment dans l'urgence, vous pouvez le renvoyer vers une autre structure ou un autre établissement? Quelqu'un qui a vraiment besoin de parler au moment où il vous appelle? Mais c'est déjà arrivé qu'on invite la personne aussi à venir chez nous. Si la personne est vraiment mal à ce moment-là, et c'est là, ça dépend aussi du niveau d'urgence. Si la personne a l'impression qu'elle ne peut pas se contrôler, qu'elle peut passer à l'acte, là forcément on lui conseille même d'aller aux urgences. Mais sinon on peut la recevoir s'il y a un psy disponible à ce moment-là, on essaye de ne pas la laisser en détresse. Maintenant, si la personne ne peut pas se déplacer, il y a aussi les équipes mobiles qui peuvent se déplacer, les équipes mobiles de crise qui se déplacent à domicile. Et donc ça aussi c'est une autre alternative. Parlez-moi peut-être un petit peu du suivi avec les familles, de l'accompagnement des familles. Alors là, on peut distinguer 2 cas. Hein. Le suivi qu'on va faire avec l'entourage, enfin même 3 cas différents. Le suivi qu'on va faire avec l'entourage d'une personne qui serait aux prises avec des idées suicidaires, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne voudrait pas venir en consultation. Et donc là, on va pouvoir apporter un soutien à ses proches, parce que vraiment, ça peut être des situations assez éprouvantes pour eux, mais c'est aussi une manière de, indirectement, avoir une action peut-être préventive par rapport à la personne en mal-être ou en détresse, mais qui ne souhaite pas venir en consultation. Donc ce soutien à l'entourage. Il y a, alors là, le cadre plus standard, je vais dire, des consultations en famille qu'on va faire avec
Lorsqu'un jeune, un adolescent par exemple, a des idées suicidaires ou a fait une tentative de suicide, on va pouvoir recevoir ses parents, l'adolescent, peut-être ses frères et sœurs pour initier un suivi familial. Et la troisième cas de figure, c'est lorsqu'il y a eu un décès par suicide, où là on peut proposer un accompagnement au deuil en famille ou en individuel. Maintenant, les consultations ne sont pas toujours en famille, quoi. C'est vrai que j'ai pris cet exemple-là tout à l'heure. La majorité des consultations que nous faisons ici sont des consultations individuelles. Dans certains cas, notamment par rapport aux adolescents, c'est vrai que ça peut être indiqué de travailler sous la forme d'un accompagnement familial. Est-ce que les idées qui circulent sont vraies quand on dit une personne qui a envie d'en finir, elle en finit, et celui qui prend des médicaments ou autre et qui appelle au secours, c'est plutôt l'appel au secours? Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai qu'il faut être fort prudent quand on aborde ces notions-là. Ce qu'on peut répondre à ça, c'est que voilà, tout passage à l'acte doit être pris au sérieux. Et donc c'est vrai qu'une personne qui prend des médicaments, peut-être qu'il y a d'une certaine manière une forme d'appel à l'aide dans ce comportement-là. Maintenant, il y a une souffrance qui fait que la personne en vient à faire ce comportement-là. Et donc, c'est cette souffrance qu'on va devoir prendre en compte, et c'est à cette souffrance qu'on va devoir s'intéresser. Donc, il ne faut pas banaliser un passage à l'acte qui paraîtrait moins grave ou qui paraîtrait moins impressionnant. C'est vraiment la souffrance de la personne qui doit compter. Et ça, on sait vraiment en prendre compte que en accompagnant la personne sur le plan individuel, en la rencontrant, en lui proposant de venir en consultation. Si vous deviez faire passer un message aux personnes qui vont regarder ce reportage, quel serait-il? Moi, je dirais que voilà, qu'il ne faut pas rester seul. Si on est en détresse, il ne faut pas rester seul. Il y a des structures d'aide qui existent. Le médecin généraliste, le médecin traitant est souvent, dans beaucoup de cas en tout cas, une première possibilité de parler de sa difficulté, de ses problèmes. Mais il existe aussi beaucoup de possibilités d'accueil, de rencontrer un professionnel, que ce soit dans un service comme le nôtre ou même dans les centres de planning familial et dans d'autres structures. Et alors, plus directement aussi, il y a les proches. Les proches peuvent quand même bien souvent être une première écoute, même si c'est parfois difficile de parler de sa souffrance et de sa détresse à un proche, quoi. En tout cas, voilà, ne pas rester seul